Los negociantes de materias primas han hecho de Ginebra el centro neurálgico de su actividad. Proximidad de los bancos, fiscalidad ventajosa, no menos de 400 empresas de negocios están instaladas allí, entre ellas los gigantes del sector. Vitol es el número 1 mundial del trading de petróleo. 300.000 millones de dólares facturados. Además, está el club de los 4 grandes del negocio agrícola. Solo ellos controlan el 80% del mercado de cereales. En el medio se los conoce como los ABCD. Un poco al margen, en el discreto cantón de Zug, el grupo Glencore, tan poderoso como secreto. Está presente en todas las materias primas y factura más de 250.000 millones de dólares. Pero, ¿qué sabemos realmente de esos gigantes del negocio? Nada o casi nada. A orillas del lago Le Mans, los traders de materias primas cultivan el anonimato y tienen por costumbre evitar las cámaras. Dichas multinacionales serán fieles a esta regla y declinarán nuestra invitación. En un año de intercambios de emails, el grupo Glencore mostrará su excelencia en el arte de no decir nunca no. Solo la sociedad Louis Dreyfus Commodities, por medio de su director general, justificará su decisión de guardar silencio. En el pasado constatamos con frecuencia la facilidad de algunos para reducir el debate a un conflicto de ricos contra pobres, multinacionales contra pequeños granjeros locales, tecnología contra pureza, etc. Espero que contribuyan a enriquecer el debate más allá de los temas moralizadores habituales, incluso si estos son útiles. Atentamente. Pero entre tanto, otros traders aceptaron recibirnos. Como Gilles Chotard, negociante de petróleo, hasta ayer en una de las sociedades más importantes del negocio petrolero mundial. Prenez un polytechnicien, corps des mines, énarque, agrégé de mathématiques et de philosophie, en général, vous en ferez le plus mauvais trader de pétrole de la Terre. Le trader, lui, il dira, voilà les gros paramètres et hop, on se lance. C'est votre expérience, votre intelligence, votre sens du risque qui vous guide. Et parfois, on se casse la figure de belle manière. Pour donner une idée, sur une cargaison qui vaut 100 millions de dollars, vous essayez de gagner 100 000 dollars, et s'il y a une volatilité gigantesque qui fait que quand vous faites une erreur, vous perdez 3 millions de dollars, donc vous risquez 3 millions de dollars pour en gagner 100 000, là, c'est un métier très difficile. Là, vraiment, les meilleurs survivent. El mejor para los traders era Mark Rich. Él fue quien en los años 70 revolucionó el comercio del petróleo, un verdadero mito que encarna por sí solo todas las ambigüedades de la profesión. J'ai travaillé dans sa société. C'était un gars extraordinaire, un gars qui parlait, un monsieur dans notre domaine, qui parlait 5 langues, qui avait une façon d'intégrer l'information, de se souvenir des gens, des personnes, des informations de manière extraordinaire, qui avait le sens du risque, qui avait le sens des contacts, qui était un petit peu notre mentor à tous. Mark Rich était un grand négociant, et tous ceux qui l'ont approché en témoignent. Humainement, c'est autre chose. Todavía hoy, el nombre de Mark Rich está asociado a un escándalo acaecido en los años 70. En 1978, la toma del poder de los mulas en Teherán provocó una interrupción de las entregas de crudo iraní y un embargo de Estados Unidos. Es un terremoto económico y político. La fortune de Mark Rich des années 70 vient du fait qu'il avait monté du trading entre l'Iran du Shah et Israël. Et ensuite, il a maintenu ses positions dans l'Iran des ayatollahs et il a continué à travailler sur du pétrole iranien à l'époque de l'affaire des otages de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. Mark Rich pasó a estar en la lista de los 10 hombres más buscados por el FBI. El trader se vio obligado a exiliarse en Suiza. Hasta su muerte, en el verano de 2013, no volvió a Estados Unidos. Même si Clinton avait pardonné officiellement à Mark Rich, il n'est jamais rentré aux États-Unis. Je dirais que Mark Rich a toujours été à la bordure,
Éthiquement. Éthiquement, non, il n'avait aucune éthique. Et il était à la bordure même de ce qui était autorisé et ce qui ne l'était pas. ¿Hasta dónde llegar para hacer negocios? Mark Rich y Glencore son la parte oscura de la cuestión. Pero regresemos a las fuentes de la profesión. El trader es ante todo un comerciante y ejerce su talento desde hace siglos. Cuando el mercado de Ámsterdam abre sus puertas en la plaza pública en 1611, hay una gran efervescencia. Cientos de vendedores regatean precios, cantidades, calidades y fechas de entrega. Todo el arte del negocio. «400 años después, el ritual subsiste, como en Londres, donde reminiscencia de un pasado glorioso, los precios de los metales se fijan cada día a voz en grito. Un mundo codificado, reservado a los iniciados. Para hacer negocios, tanto ayer como hoy, hay que conocer el producto. En el puerto de Le Havre, es normal ver llegar barcos cargados de café, la materia prima agrícola más negociada del mundo. En esta antigua plaza fuerte del mercado mundial del café, quedan algunos grandes comerciantes como Patrick Masson, con 30 años de oficio. Tras haber recuperado y salvado la Casa Jobin, creada en 1871, hoy trabaja con el número 1 mundial, el alemán Neumann Café Gruppe. 10 minutos diarios en bicicleta para llegar a su oficina y al mercado mundial del café. Du bail à laver 2,99, c'est quasiment ce qui se fait de mieux au Brésil. Hein. Maintenant, je peux t'envoyer un échantillon parce que j'en ai, je crois qu'ils sont arrivés déjà. Le Maragot, oui, exactement. Liquide en barre, MS. Du non, quoi. Hein. Pas du machin, tu vois. Pas du truc de Mickey. Hein. On s'occupe d'acheter du café, de le vendre, en fonction des besoins des clients. Pour nous, on a 2 risques à gérer, qui sont d'une part un risque géographique, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'approvisionnement, il faut connaître les gens qui vous vendent le café à l'origine, et puis ensuite un risque de prix aussi, puisque les prix varient énormément. Ça veut dire que si vous avez vendu du café à quelqu'un, et je prends des chiffres au hasard, à 100, et que les marchés sont montés à 300, eh bien, il faut honorer vos engagements. Et ça, c'est la sécurité qu'on apporte aux clients. Petit poil vieux. Hein. Petit poil vieux, je sais pas ce que c'est, mais un petit poil vieux. On nous propose ces cafés-là. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on va pas les acheter. Parce qu'ils sont pas bons et que par rapport à ce qu'on devrait attendre de ces cafés, là, c'est vraiment pas la qualité à laquelle on est habitué. Alors ça, c'est astringent, c'est pas bon, c'est rance. Notre métier, c'est avant tout d'être des gens de produits. On connaît le café, on essaie de le faire valoir, on essaie de le promouvoir, on essaie de le commenter, on essaie de conseiller le client sur les qualités, sur les mélanges, etc. On est vraiment des gens du produit. Londres es, junto con Nueva York, una de las 2 plazas fuertes del mercado del café, lo que explica la presencia de numerosos negociantes en la capital británica. Tarek El Hassindar hizo su carrera en las grandes empresas comerciales de café antes de lanzar su propio negocio. Es un apasionado del producto, pero también del mercado. It's fantastic. You have the markets move. It's really interesting. It's one of the most volatile commodities in the world. It's fascinating. One year you have a huge crop, the next year you have a very small crop, compensated by a massive crop in that country or a smaller crop in that country. And all these numbers just are really interesting to play with. I travel quite a bit. I travel once a month at least to a producing country. See my clients, talk to them, try to do some business, see how it's going, look at the crops, how they're developing. You know, I've been doing it for the past 25 years, so.
Los traders de materias primas son ante todo trotamundos. El negocio no se hace únicamente por teléfono o detrás de una computadora. Armand Essercer ha ido a Taiwán en viaje de negocios. Comenzó su carrera con el azúcar y el cacao, para luego dedicarse al algodón y fundar su empresa, Mambo Commodities. Tiene cita con los grandes hiladores en el sur de la isla para venderles algodón. Armand Essercer va acompañado de Apollo Chang, su agente in situ, y de Massaoud Mama, su socio en Togo. Tous les opérateurs de coton voient le coton non-stop. On peut pratiquement pas imaginer faire ça sans aller toucher, voir. Alors on le voit moins souvent, parce qu'il y a toute une partie où on est au bureau, mais il y a des cases qui sont remplies dans la tête. Tel coton, ça correspond à ça, ça vient là. On reçoit des échantillons non-stop qu'on va voir en salle de classement. Et c'est comme ça qu'on remplit les cases, en fonction des filateurs, ce qu'ils aiment et ce qu'on va recevoir comme coton d'une année sur l'autre. El hilado es el primer eslabón de la industria textil mundial. El algodón se transforma en bobinas de hilo que abastecerán las fábricas textiles actualmente instaladas en Camboya, Laos, Bangladesh y Etiopía. La sociedad Iwa es una de las fábricas de hilo más importantes de Taiwán. El señor Tsai, que trata con los más grandes negociantes y tiene fama de duro en los negocios, compra cada año miles de toneladas de algodón. Yes, we are handling Greek cotton, yes. Today, somebody quote me 79.5 for the 1 inch and 1 inch. Yeah. It depends for 41 or 31. You mean 41, 31? 31. Millering. Middling, Yeah, millering. it will be difficult for me to provide at this time of the year. I'm not the only one not looking for it. Uh-huh. And there is a big premium to pay to have it. We have some strict laws. And even on strict law, this is really the best you can find. Yeah. We ship it immediately. Yeah, We have it in understood. You arrive at Taiwan. In Yes, December. yes. But we have to agree on the quality. If you want, you have the samples here. We agree, we send you some sealed sample, and it will be exactly what you are going to receive, without fail. Moi, je lui ai offert ferme, c'est-à-dire qu'il a qu'à claquer des doigts et c'est confirmé. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien, mais l'offre est ferme. C'est comme ça. Tu n'as pas besoin d'un écrit. Et c'est très trompeur parce que tout peut se faire comme ça, dilettante, etc. Et puis d'un seul coup, ça va se faire, ça va en 2 secondes, l'opération va se faire et il va y en avoir pour des millions d'euros. Parce que le 82, c'est 82 cents par livre de coton anglaise. Donc ça fait à peu près $1 800. La tonne. $1 800 fois 500 tonnes. Donc on est déjà à $1 million. Juste sur ce qu'on discutait ce matin en quelques minutes. Donc il ne faut pas non plus se tromper ni sur les termes, ni sur ce qu'on promet. Parce que si on s'est trompé sur les termes, on ne revient pas en arrière. Ce qui est dit est dit. C'est comme à la cour de récré. Ce qui est dit est dit. Millones de dólares sobre una palabra dada. Regardez ce qu'il peut... Si autour de 70, il serait vendeur, le gars. Así son los tratos en el negocio del algodón. Pero vender es solo una parte del oficio. Hay que saber cuándo comprar. La profesión de negociante es ante todo una cuestión de anticipación. Para anticipar, los negociantes de materias primas deben analizar e interpretar la información que llega de todas partes del mundo. Jack Kane es un negociante de arroz. Instalado en Ginebra, dirige la empresa Novell Commodities.
Un certain nombre de grands groupes ont des départements de recherche qui font ce qu'on appelle les supply-demand régulièrement pour pouvoir anticiper du rapport entre l'offre et la demande à court, moyen et long terme. Je pense que c'est ainsi que l'on se fait une opinion. Maintenant, les résultats s'avéreront être exacts ou faux et détermineront éventuellement, en fonction des positions prises, le profit ou la perte réalisée sur les transactions. C'est ce qu'on appelle sentir le marché? C'est ce qu'on appelle sentir le marché, qui n'est certainement pas une science exacte, mais c'est ce qu'on appelle effectivement sentir le marché. Holandés e instalado en Brasil, Paul Perk es un veterano del negocio internacional de productos agrícolas que ha aprendido a verificar sus fuentes. L'information, c'est clé. Parce que si vous vous trompez sur une information qu'un collègue à vous donne de Chine, parce qu'il dit que la Chine, cette année, a suffisamment, par exemple, de maïs pour nourrir ses poules et porcs, parce qu'il a été voir les récoltes dans le pays, et puis pour lui c'est tout tranquille, et il s'avère à la fin que c'est pas tranquille du tout, que la Chine arrive au marché, d'un coup importe 10 millions de tonnes, ben ça change complètement le cours des prix, il n'y a aucun doute. Et qu'est-ce qui arrive à celui qui ne l'a pas prévu? Il perd beaucoup d'argent, ça généralement. Las materias primas agrícolas como el trigo representan un desafío considerable. Las cosechas son observadas con lupa por los traders que verifican rápidamente si la información recopilada era exacta. Pero para anticipar, hay que tener también la red de contactos adecuada. En 2010, Rusia sufre una terrible sequía. La cosecha de trigo se anuncia catastrófica. Para afrontar las necesidades de su población, el Kremlin decide suspender sus exportaciones. En 2 días, el precio del cereal aumenta un 15% en el mercado internacional. Y el grupo Glencore acapara la atención de los diarios financieros que desvelan sus conexiones. Effectivement, c'est une entreprise très controversée depuis le début et qui fait très régulièrement parler d'elle. Et notamment en 2010, elle a reconnu avoir spéculé à la hausse sur les prix du maïs et du blé dès le début de la période de sécheresse qu'a connue la Russie cette année-là. Et en même temps, Glencore a demandé publiquement à la Russie d'interdire les exportations de céréales. La Russie s'est exécutée en quelques jours, a interdit les exportations de céréales et à partir de ce moment-là, les prix alimentaires mondiaux ont augmenté très brutalement de 30%, et ce qui a permis à Glencore de faire des profits considérables. Si effectivement Glencore a su, par ses antennes, par les liens que Glencore entretient avec certains oligarques proches de Poutine, s'ils ont pu être certains qu'il allait y avoir un embargo, effectivement là, on prend des positions. C'est de l'information, c'est à la limite de l'insider trading, mais on est sur un marché mondial. C'est du délit d'initié. Bon, mais le délit d'initié, ça passe aussi... c'est pas un monde de petits saints. Dans de très nombreux pays, ça passe, et il faut pas s'en leurrer, par la corruption. Et vous avez des sociétés de négoce dont le niveau d'éthique est à peu près correct. Vous en avez d'autres, et certains des noms que vous venez de citer, qui n'ont jamais compris ce que pouvait être l'éthique.